Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Nous prenons aujourd'hui la direction de la Serbie. Voici la deuxième ville du pays, Novi Sad, et les images terribles du 1er novembre 2024, le jour où l'auvent de la gare centrale s'est effondré, tuant 16 personnes. Au-delà du drame, cet accident a déclenché un mouvement de révolte populaire chez les Serbes, particulièrement chez les étudiants, qui ont vu dans ce drame la conséquence de la corruption qui, selon eux, gangrène l'État et notamment le secteur des travaux publics. La contestation a été si forte que le Premier ministre de l'époque, Miloš Vučević, a dû démissionner. Mais l'indéboulonnable président Aleksandar Vučić, lui, est toujours là depuis 2017. Il mène, vous allez voir, une politique d'équilibriste entre Ouest et Est, préservant Vladimir Poutine en n'appliquant pas les sanctions liées à l'invasion russe de l'Ukraine, mais se rendant aussi en Ukraine, à qui il fournit discrètement des armes. Vučić qui soutient toujours par ailleurs la candidature serbe pour rejoindre l'Union européenne. La Serbie, de surcroît qualifiée par la Chine d'ami indéfectible lorsque Vučić s'est rendu à Pékin en septembre 2025. L'occasion pour nous de mieux connaître la Serbie, ce pays clé des Balkans qui regarde à la fois vers Pékin, Moscou et Bruxelles. Sortons nos cartes. Et nous allons commencer par une mise au point géographique. Voici la représentation de la Serbie à laquelle nous sommes habitués en France et en Allemagne, un territoire de 77 000 km², peuplé de 6,5 millions d'habitants, avec pour capitale Belgrade. Mais ces frontières sont contestées par la Serbie, qui ne reconnaît pas l'indépendance du Kosovo, on y reviendra, et représente donc cette ancienne région autonome comme faisant encore partie intégrante de son territoire. Une indépendance reconnue par certains pays seulement, nous avons donc décidé de représenter cette frontière contestée en pointillé. Le nord de la Serbie est traversé par le Danube, le deuxième plus long fleuve d'Europe. Celui-ci passe notamment à Novi Sad, deuxième ville du pays. C'est ici, on l'a vu, qu'un auvent s'est effondré en 2024, tuant 16 personnes. Le Danube coule ensuite sur environ 80 km avant de rencontrer la Save, l'autre grand cours d'eau de Serbie, et c'est à cette confluence que se situe la capitale, Belgrade. Elle rassemble les lieux de pouvoir, l'Assemblée ou encore le Palais de Serbie, mais elle est aussi connue pour sa forteresse et la cathédrale Saint-Sava, la deuxième plus grande église orthodoxe au monde. Cette vaste plaine septentrionale constitue le cœur économique du pays. Culture de céréales et de betteraves à sucre, élevage intensif, industrie lourde, raffinerie, chimie. Mais le reste du pays est en revanche très montagneux, avec notamment le Grand Balkan, qui s'étend de la Serbie à la Bulgarie et qui a donné son nom à la région des Balkans, les Carpates, qui s'étirent de manière sinueuse à travers l'Europe centrale. Danube, Balkans et Carpates, trois noms évocateurs de la géographie européenne qui se croisent donc ici, en Serbie, véritable carrefour régional. La Serbie partage en effet des frontières avec 8 pays. Croatie, Hongrie, Roumanie, Bulgarie, Macédoine du Nord, Kosovo, Monténégro et Bosnie-Herzégovine. Cette dernière a la particularité de contenir en son sein une entité autonome serbe, la République serbe de Bosnie. On y reviendra. La Serbie est aussi un carrefour religieux. Regardez, le pays est lui-même essentiellement orthodoxe, mais il se trouve à l'intersection des mondes catholiques au nord et musulmans à l'ouest. Alors la situation géographique particulière de la Serbie, au carrefour, on l'a vu, de plusieurs mondes, elle a eu des incidences sur son histoire, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Au fil des siècles, le territoire serbe a été partiellement ou totalement intégré à la plupart des grands empires de l'histoire européenne, à l'Empire romain, à l'Empire byzantin, à l'Empire ottoman, à l'Empire austro-hongrois, et il a même été occupé par les puissances de l'Axe pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais en 1945, la Serbie libérée est intégrée à la République fédérative socialiste de Yougoslavie, aux côtés de la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Macédoine. Un État communiste dominé par un homme héros de la résistance contre l'occupant nazi, Josip Broz Tito. Après sa mort en 1980, les tensions entre les différentes républiques s'accroissent,
notamment en raison du nationalisme exacerbé de Slobodan Milosevic, le président de la République de Serbie, qui aimerait voir succéder à la Yougoslavie une grande Serbie. Juin 1991, pour contrer ce projet, la Slovénie et la Croatie proclament leurs indépendances. C'est le début d'une guerre qui va durer 10 ans et faire plus de 140 000 morts, avec notamment les tristement célèbres massacres de Srebrenica et siège de Sarajevo commis par les Serbes de Bosnie, avec le soutien plus ou moins direct de Belgrade. Une à une, les ex-républiques yougoslaves accèdent finalement à l'indépendance jusqu'au Monténégro en 2006. Plus de 25 ans après la fin de la guerre de Yougoslavie, certains litiges n'ont toujours pas été réglés. C'est le cas du Kosovo et de la République serbe de Bosnie. Deux questions, vous allez voir, qui demeurent de puissants ressorts du nationalisme serbe et dont se sert la Russie pour étendre son influence dans la région. Intéressons-nous d'abord à la question du Kosovo, ancienne région autonome de Serbie, on l'a dit, qui a déclaré son indépendance en 2008. Une indépendance non reconnue par Belgrade et qui divise la communauté internationale, comme vous le voyez sur cette carte, avec en rouge les pays qui ne reconnaissent pas le Kosovo, parmi lesquels la Russie de Vladimir Poutine, mais également 5 pays de l'Union européenne. En 2022, de violents affrontements éclatent d'ailleurs entre la minorité serbe du Kosovo, soutenue par Belgrade et Moscou, et la police kosovare. L'autre grand litige hérité de la guerre de Yougoslavie est celui de la République serbe de Bosnie. Soutenus par Belgrade, les Serbes de Bosnie ont en effet obtenu en 1995, avec les accords de Dayton, une autonomie au sein de la République de Bosnie-Herzégovine, une sorte d'État dans l'État sous parrainage de Belgrade. Le régime ultranationaliste de Banja Luka, la capitale de facto, fait même aujourd'hui peser sur la Bosnie-Herzégovine la menace d'une sécession. Dans ses provocations répétées, le régime a trouvé un allié précieux en Vladimir Poutine, qui voit là le moyen d'exercer son influence déstabilisatrice en plein cœur de l'Europe. Dans les deux cas, la Russie se sert des minorités serbes comme de proxy pour déstabiliser des pays candidats à l'entrée dans l'Union européenne. Pour cela, Moscou s'appuie sur la relation historique qui unit le peuple serbe à la Russie, grande sœur slave et orthodoxe, considérée comme une puissance protectrice. Au-delà de ces minorités, Moscou entretient des liens étroits avec Belgrade. La Serbie est ainsi l'un des seuls pays du continent européen à n'avoir adopté aucune sanction contre la Russie. Au sein de l'opinion serbe, les positions pro-russes sont d'ailleurs très répandues. En juin 2022, un sondage établissait que 54% de la population serbe attribuait la responsabilité de l'invasion de l'Ukraine par la Russie à l'Ukraine. La Serbie qui est par ailleurs très dépendante de Moscou sur le plan énergétique. 90% de son gaz vient de Russie à travers le Turkish Stream et le Tesla Pipeline. Mais depuis quelques années, la Serbie s'est aussi rapprochée d'un autre acteur majeur, la Chine, et c'est ce qu'on va voir maintenant. Au fondement de cette entente, le soutien mutuel entre Belgrade et Pékin sur les questions de Taïwan et du Kosovo, jugées similaires. Après la signature d'un premier partenariat stratégique en 2009, la relation entre les deux pays se concrétise en 2016 puis en 2024 avec 2 visites officielles de Xi Jinping en Serbie. Pékin fait ainsi du pays des Balkans une pièce essentielle de ces nouvelles routes de la soie. La Chine investit notamment dans les transports, avec par exemple la ligne Land Sea Express pour relier la Grèce à la Hongrie en évitant soigneusement le Kosovo. La Serbie est donc un partenaire de la Russie et de la Chine, on l'aura compris, mais pour autant, elle n'est pas en rupture avec l'Union européenne. Voyons comment. Belgrade a officiellement déposé sa candidature en 2009 et le statut de candidat lui a été accordé en 2012. Le président serbe Aleksandar Vučić lui-même rappelle régulièrement que l'adhésion à l'UE demeure une priorité de la politique étrangère serbe. L'Union européenne, qui est par ailleurs un partenaire économique incontournable de la Serbie, puisqu'elle représente près de 60% de son commerce extérieur. Pour autant, le processus d'adhésion de la Serbie à l'Union européenne est au point mort. En cause, on l'a dit, les questions du Kosovo et de la République serbe de Bosnie,
mais aussi l'illibéralisme du régime, la corruption et bien sûr la proximité avec la Russie et la Chine. Enfin, symbole de cette stratégie multicarte que joue la Serbie du président Vučić entre l'Europe et le tandem sino-russe, la signature en 2024 d'un contrat pour l'achat de 12 Rafales français pour remplacer sa flotte vieillissante de MiG russes. Un choix dont Emmanuel Macron s'est félicité, y voyant la preuve d'une inflexion stratégique vers l'Europe, tandis que d'autres s'inquiètent de voir ces avions pouvoir potentiellement un jour servir le camp russe. Voilà pour cette visite de la Serbie, pays équilibriste, vous l'aurez compris, entre plusieurs mondes. Un équilibrisme géopolitique particulièrement visible en octobre 2025, lors du grand défilé militaire organisé par Belgrade, au cours duquel on a pu voir une image insolite, 2 avions Rafale français paradant dans le ciel aux côtés d'avions MiG russes, le tout sous les yeux notamment du chef d'état-major de l'armée de l'air français, mais aussi devant des officiels de l'armée chinoise. Un défilé peu banal qui disait beaucoup de la Serbie d'aujourd'hui. Et pour aller plus loin, cet ouvrage, publié aux éditions Talendier en 2023, Les Balkans en 100 questions. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas, comme d'habitude, arte.tv et nos réseaux sociaux pour retrouver l'ensemble de nos vidéos. Et inscrivez-vous pour découvrir notre newsletter du samedi. À bientôt.